Et si tout ce qui nous entoure, toute notre réalité, n'était en fait qu'un programme informatique hyper sophistiqué? C'est une question qui a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction, c'est vrai. Mais aujourd'hui, elle est débattue très sérieusement par des philosophes, des physiciens et même des grands noms de la tech. Alors on va plonger ensemble dans cette idée, disons, assez vertigineuse. Cette idée, elle est partout dans notre culture. On pense bien sûr tout de suite à des films comme Matrix, où l'humanité entière est piégée, sans le savoir, dans une réalité virtuelle. Sauf que voilà, ce n'est plus juste un scénario de film, c'est devenu une vraie question, une vraie spéculation dans le monde réel. Quand on voit une citation comme ça d'Elon Musk, on comprend à quel point l'idée est prise au sérieux par certains. Le raisonnement derrière, c'est que si une civilisation devient capable de créer une simulation parfaite, indiscernable de la réalité, eh bien pourquoi s'arrêterait-elle à une seule? Elle en créerait probablement des milliards, et donc il y aurait infiniment plus d'univers simulés que de vrais univers. C'est là que ça devient un peu plus subtil. Parce que ce terme qu'on entend partout, théorie de la simulation, est en fait une source de grosse confusion. En réalité, il cache deux concepts qui sont très très différents l'un de l'autre. Pour y voir plus clair, il faut absolument faire la différence. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'hypothèse de la simulation, et de l'autre, la théorie de la simulation. Ce n'est pas du tout la même chose, et comprendre cette distinction, c'est la clé pour saisir tout le débat. Voilà le cœur du malentendu. À gauche, l'hypothèse de la simulation, c'est l'idée un peu folle, l'idée cosmologique, que notre univers tout entier est un programme qui tourne sur un superordinateur. Et à droite, la théorie de la simulation, là on change complètement d'échelle, c'est un modèle de psychologie qui explique comment notre cerveau essaie de deviner ce que les autres ont dans la tête. Commençons par l'idée la plus célèbre, la plus spectaculaire. On va donc s'intéresser à la version Matrix, l'idée qu'on vit tous dans un programme. L'argument le plus puissant pour y croire ne vient pas de la physique, mais plutôt de la pure logique et des probabilités. En 2003, un philosophe, Nick Bostrom, a posé un argument vraiment malin qu'on appelle le trilemme. Il dit qu'une civilisation très avancée a forcément l'un de ces trois destins. Soit elle s'éteint avant d'arriver à ce niveau technologique, soit elle arrive à ce niveau, mais elle a perdu tout intérêt à simuler le passé, ou alors, troisième option, elle se met à lancer des tonnes et des tonnes de simulations. Si la troisième option est la bonne, alors le nombre de consciences simulées dans l'univers devient astronomiquement plus grand que le nombre de consciences réelles. Du coup, statistiquement, il est bien plus probable qu'on soit l'une d'elles. Et l'idée peut même aller plus loin avec ce qu'on appelle des simulations récursives. Imaginez que des êtres dans une simulation créent eux-mêmes leur propre simulation. Une simulation dans une simulation. Le nombre de mondes virtuels deviendrait alors absolument gigantesque, ce qui renforce encore plus l'argument statistique de Bostrom. Bon, ça, c'est pour l'argument logique. Mais maintenant, regardons ce qu'en disent les physiciens. Et là, on a des contre-arguments très puissants qui suggèrent que toute cette idée est peut-être tout simplement impossible. Alors, attention, voilà un chiffre qui donne le tournis. L'astrophysicien Franco Vasa a fait le calcul de l'énergie qu'il faudrait pour simplement stocker l'information nécessaire pour simuler notre univers jusqu'à l'échelle la plus petite possible, ce que les physiciens appellent l'échelle de Planck. Pour qu'on se rende bien compte de ce que ça veut dire, selon ces calculs, il n'y a tout simplement pas assez d'énergie dans notre propre univers observable pour se simuler lui-même. Pour faire tourner une simulation de notre monde, il faudrait un univers par an beaucoup plus grand ou avec des lois physiques complètement différentes qui permettent d'avoir beaucoup plus de ressources. Et il y a un autre problème, soulevé par le prix Nobel Frank Wilczek, l'argument de la complexité inutile. Pourquoi des simulateurs dépenseraient une puissance de calcul phénoménale pour modéliser des milliards de galaxies qu'on ne verra jamais ou l'intérieur d'un atome à l'autre bout de l'univers? Ça semble être une stratégie de programmation vraiment, vraiment inefficace. Ok, souvenons-nous que tout à l'heure, on a clarifié qu'il y avait un autre terme. Il est temps de revenir dessus, parce que cette théorie de la simulation a une signification scientifique bien réelle et fascinante, mais dans un tout autre domaine, les sciences cognitives. Le psychologue Robert M. Gordon a proposé une théorie de la simulation qui n'a rien à voir avec le cosmos. Son idée, c'est que pour comprendre les autres, on n'a pas besoin de construire une théorie compliquée sur leur état d'esprit. Non. Notre cerveau fait un truc beaucoup plus malin. Il se met à leur place. Il utilise son propre système pour simuler ce qu'on penserait ou ferait dans la même situation. On peut voir ça comme une sorte de compression de données. Pour comprendre quelqu'un, notre cerveau part d'un modèle de base. Cette personne fonctionne à peu près comme moi. Ensuite, il n'a plus qu'à calculer les différences. C'est une simulation, oui, mais une simulation interne, une sorte de raccourci mental incroyablement efficace pour interagir avec les autres. Alors revenons à notre grande hypothèse cosmologique. Avec des arguments convaincants des deux côtés, comment est-ce qu'on pourrait bien un jour savoir si on a raison ou tort?
Est-ce qu'il y a un moyen de le découvrir? Eh bien, des scientifiques ont proposé des tests concrets. Une idée, par exemple, serait de regarder si l'espace-temps est parfaitement continu ou s'il est composé de pixels fondamentaux, un peu comme un écran d'ordinateur. Une autre piste, suggérée par le physicien John Burrow, serait de chercher des bugs dans le code, c'est-à-dire de toutes petites incohérences dans les lois de la physique qui pourraient trahir leur nature artificielle. C'est la question à 1 million de dollars. Si on est à l'intérieur du programme, comment peut-on prouver qu'il y a quelque chose à l'extérieur, ou même qu'il y a un extérieur? L'idée de Barrow, c'est que n'importe quelle simulation, pour ne pas consommer les ressources infinies, serait obligée de prendre des raccourcis, de faire des simplifications. Et ces raccourcis pourraient se manifester comme des petites anomalies, des glitches dans les lois de la nature. Si on arrivait à en observer une, ce serait un indice très fort du caractère artificiel de notre monde. Au final, c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Qu'on soit dans une simulation cosmique ou que notre cerveau utilise la simulation pour comprendre le monde, cette idée nous force à poser la question ultime. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce un phénomène fondamental de l'univers ou est-ce juste le résultat d'un calcul très complexe? La réponse, si on la trouve un jour, pourrait bien redéfinir complètement notre place dans le cosmos.